Bonjour Philippe Cahen. Merci de Bonjour. rejoindre notre réunion de nouveau concours Explore Outside the Box sur le thème Photographie, ton essentiel pour demain. Nous avons cherché à commencer avec vous parce que vous, c'est la relation à la prospective. Vous connaissez bien le jury Explore, vous savez ce qui est pertinent dans les réponses des étudiants, vous savez vous inscrire dans cette fertilisation croisée avec vos autres pairs, des membres du jury. Est-ce que vous pouvez vous présenter et dire ce qu'est la prospective pour vous? Alors donc, je m'appelle Philippe Cahen, je suis prospectiviste et la prospective, c'est imaginer les chemins du futur parce qu'il n'y a pas qu'un seul futur, il y a des futurs qui nous attendent, on ne sait pas lequel va arriver et par exemple, la Covid-19, on ne l'avait pas vu venir et pourtant elle métamorphose le monde d'aujourd'hui. Donc c'est ça. La technique particulière que j'ai en matière de prospective, justement pour s'ouvrir au futur au pluriel, c'est les signaux faibles, c'est-à-dire d'essayer de voir dans ce qui se passe des choses qui sont extrêmement marginales, ce que j'appelle des faits paradoxaux, c'est-à-dire des paradoxal, c'est contre la pensée conventionnelle, contre la doxa, contre la pensée dont tout le monde pense. Il y a des choses un petit peu différentes qui se passent, qui sont un peu marginales, et elles sont importantes. Elles nous permettent d'imaginer des futurs. Or, notre futur de demain, surtout aujourd'hui, hein, avec la Covid-19, on est en pleine science-fiction. On est dans le futur, hein, on ne sait pas ce qui se passe. Bruce Willis n'est pas arrivé pour tuer le méchant virus, puis je ne crois pas qu'il arrivera. Il y a déjà eu 3 vagues, j'espère qu'il n'y en aura pas 4. Voilà, donc on ne sait pas quel sera le futur, on ne sait pas comment. Et c'est ça qui est passionnant, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on est en train d'imaginer, peut-être de construire, d'inventer ou de se laisser surprendre par le futur. C'est important que vous disiez qu'on peut inventer parce que ça veut dire qu'on va agir sur le futur. Nous, ce qui nous intéresse dans cette rencontre avec les étudiants, c'est justement cette invitation qu'on leur fait. Dites-nous quel est, selon vous, ce futur que vous souhaiteriez voir arriver. Iris, qui travaille avec nous, qui est pas très loin de l'âge de cette génération, nous dit le monde est de plus en plus VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu. Est-ce que ça résonne pour vous, ces mots? Oui, oui, c'est l'essence même des choses, hein. Cette notion VUCA, enfin, voilà, on est dans un monde qui nous surprend. Est-ce que dans 10 ans, on aura encore des voitures individuelles ou pas? C'est une question qu'on peut se poser, si c'est dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Enfin voilà, est-ce que la voiture individuelle est encore une chose qui va faire partie de notre monde? Je ne crois pas qu'on le résoudra dans 50 ans, on le résoudra bien vite. Donc on est dans cette surprise, on est dans des exigences, on est tiraillé entre la technologie qui fait des progrès extraordinaires de toutes sortes, le numérique, etc. Et puis les contraintes de l'environnement. C'est-à-dire quel monde on veut avoir, jusqu'où peut aller ces effets de pollution, est-ce que l'environnement va pas changer encore plus vite qu'on ne l'attend, comme la technologie change encore plus vite. On est là-dedans. Est-ce que vous faites une différence entre les futurs possibles et les futurs souhaités? Et au fond, dans cette rencontre qu'on va avoir avec les étudiants, qui sont nos futurs concepteurs de la vie de demain, est-ce qu'on attend d'eux ce qu'ils voudraient voir et ce qui est souhaitable, ou de façon un peu réaliste, ce qu'ils sont en train de décrypter, notamment avec la crise du Covid qui nous a fait basculer dans un monde nouveau? Alors, il se trouve que j'aime pas tellement le mot futur possible, parce Ah, que le futur possible, c'est ce qu'on aura envie qu'il se passe. Et ce qui se passe n'est jamais ce dont on aura envie qu'il se passe. On peut construire un futur possible, mais le futur dans lequel on est, c'est plutôt un futur haïssable aujourd'hui. La Covid-19, elle est haïssable. Je veux dire, c'est horrible. Elle est dramatique. Et pourtant, on est dedans. Donc, les futurs possibles, les futurs probables, les futurs haïssables, voilà. Le futur, il est complètement incertain. On ne l'écrit pas. Je veux dire, si on retourne 100 ans en arrière, au lendemain de la guerre 14-18,
qui a été un massacre, je ne sais pas si c'est de l'ordre de 8 millions ou 16 millions de morts. Il y a eu grosso modo 30 millions de morts, 30 ou 50 millions, on n'est pas sûr, de la grippe espagnole. Oui. À notre échelle, à l'échelle d'aujourd'hui, c'est comme si on avait 300 millions de morts. On n'est pas encore au niveau de 3 millions de morts. Mais à l'échelle d'aujourd'hui, c'est 300 millions de morts. Et puis, arrivent les années folles. Mais les années folles, sur le plan de l'architecture, du design, de la création, de l'industrie, de la radio, de la télévision, enfin pas la télévision, du cinéma, ce sont les années folles. C'est-à-dire que, Vous diriez qu'ils étaient où les signaux faibles qui auraient permis de détecter les années folles au milieu de cette sortie de la guerre horrible et de cette pandémie monstrueuse de la grippe espagnole? Vous auriez repéré les signaux faibles à quel niveau? Alors, très souvent, l'histoire s'écrit après, la prospective s'écrit avant. On est d'accord? On réécrit l'histoire, on réécrit le passé. On dit, ah, bah, bien sûr, ça se voyait. Il suffit de regarder des grands peintres. Je crois que Derain, par exemple, était un peintre significatif. On avait, jusque de 1900 à 1914, on avait des progrès mais extraordinaires dans plein de domaines. Et en réalité, la guerre 14-18, puis la grippe espagnole, ont été comme des énormes parenthèses. C'est fou de dire ça. Ce sont des parenthèses de l'histoire. La guerre 39-45, elle aussi a été une sorte de parenthèse. Et le lendemain de la guerre a été un accélérateur avec, entre autres, ce fameux plan Marshall qui fait que tout à coup, on oublie et on ne veut pas entendre en 46, 47, 48 ce qui s'est passé pendant la guerre. On efface tout, De Gaulle, hein, en gros, personne n'a collaboré en France. Bon, il n'y avait pas 40 millions de collaborateurs en France. Bon. Et on redémarre le truc. Et aujourd'hui, les sondages qu'on voit aujourd'hui dans la presse disent les entrepreneurs sur un niveau 100 global sont maintenant à 102, 105, et les consommateurs sont sur un niveau 100 global, sont à 95, 98. C'est-à-dire que dès qu'on commence à voir pas tellement un rayon de soleil, parce que pour nous à Paris, c'est le premier jour du rayon de soleil depuis pas mal de temps, mais dès qu'on commence à avoir les terrasses de café qui s'ouvrent et qu'on commence à sentir que ça va aller mieux, mais on a tendance à oublier au moins en partie. Et donc, on a tendance à être optimiste, à se dire, mais allez hop, ça va redémarrer, on va retrouver du boulot, on va retrouver des stages, on va pouvoir faire des nouvelles choses, etc. Donc, le futur, il a des coups d'accélérateur. Celui qu'on imaginait comme futur possible il y a quelques mois, mais il était d'une tristesse incroyable. Alors qu'aujourd'hui, qu'on nous dit, voilà, on libère, tout le monde peut se faire vacciner, etc., on fonce. On ne veut pas se noyer dans les scories du malaise de la crise, même si on en a subi des conséquences énormes, que ce soit en 14-18, en 39-45 ou maintenant. La génération Covid, c'est juste infernal. Mais quand ça va mieux, bon sang, prendre une bonne bière, prendre un café sur une terrasse, prendre le soleil, qu'est-ce que ça fait du bien. Et on oublie ce passé affreux. En fait, quand je vous écoute, j'ai le sentiment, peut-être parce que vous avez ce beau visage optimiste qui fait passer la lumière, j'ai l'impression d'une flamme permanente qui s'appelle la vie. Et puis de temps en temps, il y a des horreurs, il y a des guerres, il y a des pandémies. Mais quoi qu'il arrive, malgré les guerres, malgré les pandémies, la flamme, elle ne demande qu'à ressortir. Parce qu'effectivement, pour reprendre une des dernières périodes que moi j'ai connues, après la guerre, évidemment, il y a eu les 30 Glorieuses. Donc c'est ça qui est formidable. On n'a pas pleuré. En fait, finalement, l'être humain est vivant. Il ne pleure pas sur le passé, il ne pleure pas sur les maladies. Toi, vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il pouvait les oublier. Alors finalement, c'est ça qu'on attend de cette nouvelle génération. C'est qu'elle ne plonge pas dans le désespoir qu'elle a connu avec la Covid et qu'elle nous montre où elle a envie de vivre. Et peut-être là, il y a des formes nouvelles qu'on attend. Oui, oui, Anne-Marie, si j'ai dit qu'on les oublie, c'est une erreur. On ne les oublie pas. Non, Elles restent dans notre mémoire. On les met de côté. on Mais les met ce de qui côté. arrive, on les met de côté. On n'a pas à oublier ou à pardonner. Non, non, c'est là. Mais ce qui nous attend est autre. Et c'est ce qui nous attend, ce rayon de soleil, cette envie, c'est ça qu'on a envie de vivre. Des choses nouvelles, voilà. Les magasins
En ce moment, ils sont à plus 30, je ne sais pas si, non, c'est plutôt plus 150% de chiffre d'affaires. On a été coincé, eh ben on y va. On a envie d'une belle chemise, un machin, d'une robe, on a envie de se sentir bien. Et c'est une force extraordinaire qu'on a en nous. Vous aimez bien dans vos jurys, moi j'ai remarqué vos commentaires, qu'il y ait des réponses très différentes d'un étudiant à un autre, ce qui est assez logique, parce que l'essentiel pour moi n'est pas l'essentiel pour l'autre. Ouais. Chacun a son essentiel. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec des pôles très différents. Vous vous Oui, attendez à cette surprise? oui, parce que quand je dis on s'ouvre au futur au pluriel, pas à le futur, mais au futur au pluriel, c'est la même chose. Chacun a sa vision du futur. Chacun voit autre chose parce qu'il a été étudiant à tel endroit, parce qu'il a habité tel endroit, parce que ses parents, ses centres d'intérêt, les gens avec qui il partage sa vie sont différents. Et tout à coup, on se rend compte que chacun a une vision de tout ce qui s'ouvre à nous. Et si on prend un journal, si on dit quels sont les signaux faibles que l'on a perçus, qu'on en a compris d'aujourd'hui, il n'y aura pas de tiercé identique. Chacun aura sa manière de voir ce qui nous attend, ce qui s'ouvre à nous. Et c'est ça qui est formidable. On est là-dessus. Je viens de voir encore hier qu'il y a une boîte qui s'appelle Content Square, qui est une boîte qui vaut aujourd'hui 2,8 milliards. C'est une boîte française, créée par des Français dans le commerce, pour aider à mieux gérer toutes les datas que l'on a. Il y a une autre boîte qui s'appelle Miracle, qui a des succès dans le monde entier, qui est une boîte française, là aussi, et qui vaut plus de milliards. Donc, il y a plein d'entreprises françaises, plein d'initiatives françaises, mais qui sont mondialement des succès. Il faut surtout lever le nez du guidon, voir ce qui se passe en France et ailleurs. Je change de sujet. On rouvre les musées en ce moment et ça tombe bien parce qu'il y a beaucoup de musées qui ont été refaits. Il y a le musée de la Marine, j'ai tellement de noms en tête que du coup il y a Carnavalet, etc. Et nous, on a la chance d'aller à Arles, qui est la ville à l'heure de la photographie, donc au mois de juillet pendant les rencontres, et de découvrir cette nouvelle architecture de Franck Gehry, qui est donc l'UMA. Et c'est intéressant de voir qu'on va avoir une confrontation entre une architecture très contemporaine et un monde très patrimonial, puisque Arles a parmi les plus belles réalisations et les plus belles architectures au sein de la ville, qui seront les supports des photos. Comment vous imaginez que les étudiants, qui ne sont pas des photographes, qui sont des gens qui ont un regard sur le monde de demain, d'aujourd'hui, sur les usages, vont s'inscrire dans cet environnement artistique? Ça vous parle, j'imagine. Oui, et il faut faire un effort. Il faut faire un effort. Vous savez, en 89, mais pas 89, 1789 ni 1989, en 1889, lorsque la Tour Eiffel a été inaugurée à Paris, mais c'était un scandale. Heureusement qu'on a dit qu'elle serait démontée après l'exposition universelle, mais c'était un scandale, ce tas de ferraille. C'était une horreur. Et aujourd'hui, ça signe Paris. Et ce bâtiment, le Luma, alors beaucoup de gens ne l'aiment pas. Et pourtant, il reflète la ville, c'est-à-dire qu'il donne, alors que cette ville est une ville plate, il lui donne tout à coup un volume qui en fait une sorte de cœur qu'on n'arrive pas trop à définir, qui raconte quelque chose, parce que Franck Gehry est quelqu'un qui aime bien les volumes un peu complexes. Et tout à coup, ça va devenir une signature de la vie. C'est-à-dire qu'on va jouer sans doute avec les reflets du passé, de l'architecture classique d'Arles, à l'intérieur, sur les murs de ce bâtiment. Eh bien, c'est cela qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut réussir, et les jeunes doivent avoir et ont ce pouvoir de se détacher du présent, des scories, des racines que l'on a, enfin, qui nous enserrent dans le présent, et d'essayer de voir avec du recul, peut-être avec un drone, je ne sais pas, mais de voir l'ensemble de ces choses et se dire, mais c'est quoi cette ville?
Et c'est quoi ce monde qui nous attend? Qu'est-ce qu'il y a autour de lui? Dans la douceur d'Arles, d'aller voir Van Gogh d'ailleurs, à Arles, il en fait partie. Et pourtant, quand on ira voir Van Gogh, il y a des ruines romaines juste à côté. Van Gogh ne les a jamais vues. Il ne les a jamais vues, ces ruines romaines. Non, c'est à Saint-Rémy-de-Provence, je crois. Hein. Voilà, non, c'est à Il Saint-Rémy-de-Provence. y a beaucoup de rues, il y a beaucoup d'archéologie Oui, pourquoi? Parce qu'ils ne les connaissaient pas? non, elle n'avait pas Elles encore n'avaient été pas été découverte. découvertes. Elle n'avait, ça, Ah, Saint-Rémy-de-Provence, elle n'avait pas été découverte. On n'est pas très loin d'Arles. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des choses que l'on voit aujourd'hui et que l'on ne voyait pas hier, même des choses du passé. Donc, voyons les choses différemment, regardons-les et imaginons comment nos propres enfants les verront demain. en fait, on demande aussi aux étudiants de porter, bien entendu, un regard sur le présent. Le présent est aussi patrimonial, mais on lui demande, surtout qu'ils seront exposés à Arles, d'avoir, à l'instar d'un Franck Gehry, un regard sur demain. Imaginez demain, imaginez un futur. Oui, Franck Gehry, c'est vraiment la démarche d'une signature. C'est la force de l'imagination. Si vous voyez un jour le schéma qu'il a fait pour la Fondation Vuitton, avec lequel il a signé avec Bernard Arnault, ça devait être un petit croquis sur une nappe en papier. Enfin, je ne pense pas que c'était forcément une nappe en papier, mais c'était grand comme ça. C'est pas plus grand que cela. Il a dessiné la forme et je crois que l'architecte de la Bourse du Commerce a fait un petit schéma comme ça à Bernard, à Tadao Ando, Taekwondo a qui fait un était petit schéma comme ça. Et ça, c'est la puissance de l'imagination, c'est-à-dire qu'on sort du présent et tout à coup, on va créer une signature, on va créer quelque chose de très fort. Parfois, c'est difficile de sortir de cela parce que on est trop dans le présent. Imaginer le futur, c'est faire, pour moi, c'est faire cette rupture, surtout à long sur un temps qui est, ouais. admettons, je vais donner un chiffre, qui est 3 fois la durée du produit, la durée de vie du produit. Où est-ce qu'il est mon téléphone portable? Si on imagine la suite du téléphone portable, c'est quoi quelque chose qui aura lieu dans, allez, 10 ans? Ça, dans 10 ans, normalement, ça n'existe plus. À quoi ça sert d'avoir un truc comme ça, dont la batterie représente plus de la moitié du poids et qui est un truc énorme? Demain, dans ce stylo, je mets l'écran, c'est tout, qui aura la dimension que je veux. Et la batterie, elle sera dispersée sur autre chose. On a besoin de se libérer de tout cela, de faire ce saut dans le futur. Est-ce que j'ai dit une bêtise? C'est possible. Ça n'a aucune importance. Je ne crois pas parce que vous parlez du téléphone et je me souviens d'étudiants, donc je relis cet exemple à des étudiants qui vont comprendre. Il y a quelques années, au moment du Janus de l'étudiant, c'était en 1989, il y avait une étudiante de Penningen qui a présenté un petit bijou qu'elle a mis sur son vêtement. Et elle a dit, ça sera le téléphone de demain. Pourquoi? Parce qu'elle savait que les ingénieurs avaient déjà miniaturisé, donc on n'était plus tenu, puis il y avait la portabilité, etc. Et il y a quelqu'un du jury qui lui a dit, ah oui, et quand je serai dans la rue, je parlerai à mon chandail. Et chaque fois que je vois des gens qui parlent fort et qui s'adressent effectivement de la même façon à leurs vêtements, je pense à cette jeune fille. Elle s'était libérée de l'objet, exactement comme vous le décrivez, et elle avait projeté d'autres usages, parce qu'évidemment, téléphoner dans la rue, c'était inenvisageable avant, puisqu'on avait un système filaire accroché au mur, enfin bref. Donc, merci beaucoup de ce conseil. En fait, ce que vous attendez, vous, dans le jury, c'est que les étudiants écrivent le scénario de ce futur. C'est qu'ils convoquent un imaginaire totalement libre, finalement, libéré de tout ce qui nous entoure, y compris sur le plan technique, pour aller directement vers les usages. Oui, tout à fait. Qu'ils imaginent être les meilleurs. Mm. On attend d'eux un peu d'optimisme aussi. Oui, oui, j'ai confiance quand même en les étudiants pour avoir de l'optimisme. Euh, et puis, l'usage sera important. On est dans un monde de surabondance. Donc, on est dans un monde où petit à petit, il va se poser la question du nombre de produits qui nous entourent et du coût de ces produits.
Et dans ce produit, il y aura le coût de la fabrication, bien sûr, mais il y a aussi le coût de l'origine des matières et le coût du recyclage. Et cela, demain, on aura des coûts comme ça qui vont apparaître, qui font peut-être imaginer. On a des produits qu'on va utiliser plus longtemps. On a des contrats dans l'électroménager, dans la télévision, etc., où on dit aux gens, ben voilà, votre téléviseur, votre cafetière électrique, votre robot, il va durer au moins 10 ans. On vous garantit que dans les 10 ans, on pourra encore le réparer. D'ailleurs, les voitures, ce qui à mon sens est une immense bêtise, ont des durées de vie de plus en plus longues, alors que le problème de la voiture n'est pas la durée de vie, mais la diminution du nombre, parce qu'une ville devient ingérable si tout le monde a une voiture dans la ville. Il faut trouver d'autres systèmes de vie. Donc, c'est juste de soulever ce problème-là, le problème de l'usage. C'est-à-dire qu'on aura des objets qui vont durer plus longtemps. Donc, on va les utiliser en tant qu'usage. On va moins les jeter, plus les conserver. Et on aura un rôle individuel sur les déchets. Et un rôle de coût aussi sur les déchets. Vous avez travaillé dans une agence de design, dans plusieurs agences de design, vous les conseillez, vous écrivez dans la presse. Qu'est-ce qui aujourd'hui, si vous étiez un étudiant avec un faux nom, par exemple, parce que sans qu'on connaisse votre parcours, vous auriez envie de nous raconter quoi? Si vous deviez photographier votre essentiel, sachant que vous savez tout ce que vous savez. Il y a plusieurs angles de vue que j'aurais envie de prendre. Il y aurait la vue depuis un drone. J'aurais envie et aussi des visions nanométriques qui m'intéressent aussi. Je ne sais pas entre quel extrême, quel autre j'aurais envie de travailler, parce que là-dedans se passe aussi bien le futur de la technologie, ce qu'on appelle les NBIC si on veut, alors on est au niveau du nanomètre, et au niveau du drone, on a cette vue de l'environnement, ce qui est souhaitable. Et puis en même temps, on a la ville qui, en France, c'est 80% des habitants. Dans le monde, ce sera 75% en 2050. Voilà, c'est des sujets, voilà. Il y a plein de sujets qui sont intéressants. Et d'ailleurs aussi, les personnes âgées, le vieillissement de la population, la mixité de la population. Enfin, il y a plein de sujets qui me parlent et qui me racontent cet essentiel. Il y a un foisonnement de thèmes qui sont riches. C'est intéressant parce que en vous écoutant, je me dis que les étudiants vont entendre la différence d'échelle, le drone et puis le nanomètre, la différence aussi avec les personnes, y compris les seniors qui nous rejoignent dans un quotidien qui nous interpelle beaucoup. On n'a pas aimé entendre qu'ils mouraient tout seuls. Donc, je pense qu'on a été tous touchés par cette, entre guillemets, cette population qu'on ne voit pas toujours. Ça veut dire qu'en fait, la sociologie est importante aujourd'hui dans le travail que l'on fait. Vous êtes un sociologue un peu d'une certaine façon. Est-ce que vous appréciez ces échanges entre vous, puisque vous croisez très souvent dans les jurys d'Explore, puisque vous avez participé à plusieurs, des architectes, des designers, des sociologues, des psychologues. Ça vous est utile pour vous de croiser ces informations? C'est fondamental. Si on ne le fait pas, on reste dans une pensée en silo. C'est-à-dire qu'on est dans son domaine. Je suis spécialiste de la ville, ou je suis spécialiste des déplacements, peu importe, et je suis dans mon domaine comme ça. Non, il faut absolument casser ces silos. Il faut aller de tous les côtés. Non, en vous écoutant, Anne-Marie, moi, il y a une photo qui me viendra à l'esprit. C'est un banc sur lequel sont assis plusieurs personnes qui représentent plusieurs générations, qui représentent plusieurs origines, qui représentent comme une immense famille, avec aussi bien celui qui
qui est attaché à son présent que celui qui est dans son futur. Et pour moi, le monde de demain, il est là-dedans, parce qu'il se rencontre. Il se rencontre sur un banc d'un jardin, d'un square, etc. Les générations sont mélangées, c'est indispensable. Et puis, dans le gag, il y aurait peut-être certains personnages qui seraient des personnages factices, des hologrammes ou des personnes reconstituées, peut-être des... je trouve plus le mot. Enfin bon, voilà. Il y a quelque chose comme ça. On est dans un mélange, mais ce banc, il est dans l'herbe. Mm. Il est bon. Il est au bord d'une allée, il y a de l'herbe derrière. Voilà, c'est ça que je vois. Pour moi, c'est rassembler tout cela. Alors bien sûr, ça fait beaucoup de choses. Et pour revenir à la question du jury, c'est cela qui est important. C'est-à-dire que est-ce que ce que j'imagine n'est pas trop... Enfin, bien sûr, il faut que ce soit techno, que ce soit écolo, mais il ne faut pas que ce soit que écolo ou que techno. Le monde de demain, il est le mélange de tout cela. Il est un saut dans le futur où tout cela va vivre, l'environnement va être important. On voit bien que on ne sait pas si d'ici 2100, à Paris par exemple, enfin en France, on n'aura pas un climat continental, c'est-à-dire des étés à 30, 40 degrés et des hivers à moins 30, moins 40, parce que le Gulf Stream se sera enfoncé. Voilà, on aura peut-être ça. Donc c'est le monde qui nous attend est plein de surprises. Et si on veut être sur la surprise, il ne faut pas avoir peur de faire ce saut dans le futur, d'essayer non pas d'être en 2022 pour la photo, mais en 2030, en 2040, en 2050, se forcer d'être plus dans le futur. Si je comprends bien, et si ça devait être la dernière question, votre vision du futur, elle reste évidemment très humaine, puisque vous parlez de plusieurs personnes sur un banc, avec toute l'inclusion qui va avec, les personnes âgées, les personnes plus jeunes, les personnes qui peuvent être aussi en situation de handicap, puisqu'aujourd'hui on est de plus en plus accueillant pour nous tous. Elle sera de l'intelligence collective, puisqu'on parlera tous ensemble. Et finalement, il y aura quand même un peu de technologie, puisqu'on sera connecté. Il faudra bien que le voisin nous écoute, nous comprenne. Finalement, c'est ce que vous demandez à ces étudiants, c'est d'écrire ce scénario-là. Oui, il y aura beaucoup de technologies. Hein. Vous savez, il y aura beaucoup de technologies. La 5G, ça veut dire qu'aujourd'hui, on se promène en général avec une seule puce sur soi. Demain, dans 5 à 10 ans, on en aura plusieurs. Hein. Nos maladies seront aidées par des puces. Et puis, bon, non, on aura énormément de technologie parce que la technologie, elle est aussi de plus en plus performante sur le plan de l'énergie. Elle consomme de moins en moins. C'est juste un détail. La climatisation consomme plus que le numérique, avec une croissance beaucoup plus forte. Et la climatisation, on s'en fout. Tout le monde se demande où est-ce ce qu'il va climatiser. Donc le numérique, lui, va consommer de moins en moins. Mais c'est nous, les humains, pour notre confort personnel. Voilà, donc oui, il y aura de la techno et oui, il y aura de la volonté de recycler, de faire des économies sur l'environnement, etc. On est de plus en plus partagés là-dedans. Et puis, on va voir des surprises, des choses totalement nouvelles. Et c'est ça qu'il faut qu'on invente. C'est ça qu'il faut que les étudiants nous aident à imaginer, peut-être loin dans le futur ou peut-être sur un futur proche. Peu importe, chacun va raconter son histoire. Il va nous faire une petite légende à la photo. Chacun va faire une petite légende. Il va nous dire ben, je me situe en 2030, en 2022, ou en 2050, ou en 2100. Je suis en France, en Chine, au Mexique, au pôle Nord, au pôle Sud. Voilà. Ce sera important, ces petits mots qui nous aident à nous emmener comme dans un film. Nous dire, voilà, je vous emmène faire un bond dans un temps, dans un lieu, dans un contexte
Et voilà ce qui sera important pour moi. Voilà ce qui sera essentiel. J'apprécie beaucoup, on n'en avait pas parlé, mais vous vous souvenez des jurys précédents que vous ayez évoqué cette légende, parce que probablement qu'elle diffère de tous les concours de photos. Encore une fois, ce n'est pas un concours de photos, c'est un document sur la vie. Et vous, quand vous parlez de la légende, elle est très riche, parce que les étudiants ne sont pas des pros du marketing, ce sont des personnes authentiques qui parlent vrai, et l'écho qu'ils donnent à leurs photos par le texte qui l'accompagne, qui est donc ce que nous leur demandons, est extrêmement riche, et je vous remercie beaucoup de l'avoir évoqué. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup. Si vous voulez donner un mot de la fin, si vous voulez résumer en disant mon futur en 3 mots, ou si vous voulez simplement nous dire au revoir, moi je vous remercie beaucoup de participer à l'aventure. Merci Philippe Cahen. Merci Anne-Marie Sargueil. Moi, ça me fait plaisir d'être sur ce sujet-là. Je reviens à ce que je disais au départ. On est dans un scénario de science-fiction. On y est. Bruce Willis n'est pas là. Mais quel monde attendons-nous? La 6e dimension, la 7e dimension, c'est à nous de l'inventer. Et on va le faire. Et surtout, les étudiants vont le faire. Merci beaucoup Philippe. À très bientôt. À bientôt. Au revoir Anne-Marie.